تفتقر روس نسيمانا لايف سوينا فرانسيست حما انسو تابرة النغ ماني اذا سي تخسا اتاوض انسو الميساج النغ اجن العدد نيودان شوية كتا ورخو ما مش تسلم فيديوهات النقاين نورادي يوتيوب دونك خميتي رينس فرانسيست اجن زيد تاف زما دا سني دف دا سني فارج انسو تابرة النغ ذمانايا. Voilà, donc je disais, donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. D'une manière générale, nous avons voulu, enfin moi personnellement, j'ai voulu m'exprimer dans ce qu'on appelle la langue de Molière. Alors d'une part, c'est parce que c'est ma langue, on va dire, ma langue courante que j'utilise quotidiennement. Dans mon travail, avec mes enfants, avec mes voisins, avec les amis, etc. C'est la langue que je maîtrise le plus. C'est la langue avec laquelle je communique. Et il me semblait très intéressant de parler en français, ne serait-ce que pour faire passer le message, en dehors de la communauté, entre guillemets, rifaine. Alors il y avait des solutions, il y avait l'arabe, il y avait l'anglais, etc. Moi, personnellement, c'est la langue française que je maîtrise le mieux. Et pour faire d'une pierre deux coups, il me semblait opportun et on va dire, bien placé l'idée de faire passer le message, peut-être même aux autorités françaises, à l'opinion publique française, aux gens qui s'intéressent à la situation et qui n'ont malheureusement pas d'autre solution, linguistique en tout cas, de comprendre ou de se faire comprendre. Donc moi j'ai pris cette initiative, je l'avais déjà fait par le passé, mais il se trouve que l'audience a été très très faible au départ, parce que bon, évidemment, dans le mouvement du Hirak, dans les sympathisants, dans les gens qui suivent le mouvement, très peu comprennent le français d'une manière, on va dire, compréhensible, ou comment dirais-je, ou l'écrivent ou le lisent. Donc du coup, j'avais dû abandonner, mais avec le temps, je me suis rendu compte que beaucoup de gens dans le mouvement me demandent de m'exprimer en français, ne serait-ce que dans les manifestations ou dans les rassemblements, etc. Et si on joint tous ces paramètres, on se rend compte que effectivement, nous avons, on va dire, un ennemi commun qui s'appelle le régime alaouite, à sa tête le pseudo-roi feignant. Nous avons une ancienne puissance coloniale qui s'appelle la France. On va dire qu'actuellement, par rapport au Maroc, par rapport à la France, etc., la première langue, c'est le français. Et donc, il était pour nous très important de le faire. Et moi, je me suis attaché à cette chose-là. Parce que bon, c'est pas pour dire que moi je parle français mieux que les autres ou que je m'exprime mieux que les autres, loin de là. Mais j'avais cette possibilité-là. J'avais cette opportunité-là. Donc je me suis dit, bon, bah, on va essayer. Et j'espère que vous allez nous aider, vous, les gens qui regardent, à partager cette vidéo, à la regarder évidemment en live, parce que ça encourage toujours d'avoir de l'audience, sans vous mentir, hein, c'est pas pareil de faire un live devant 20 personnes ou de le faire devant 200 ou 300 personnes. C'est évidemment pas la même chose, mais voilà, moi je compte sur vous pour nous aider à donner de l'ampleur à cette vidéo, à ce message, à cette tentative, cette initiative, pour qu'elle puisse être diffusée au maximum et qu'elle puisse toucher une certaine opinion publique française, francophone du moins. N'oublions pas qu'au Maroc, il y a beaucoup de gens qui parlent français, donc du coup, ils peuvent comprendre ce que nous disons et ce que nous voulons, etc. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui ont fait c'est toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai pris cette initiative. Voilà, donc ça c'est pour la langue française, pour ce live.
Maintenant, je vais passer dans je vais rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est que, bon, alors, je vais pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui je parle en français que je vais revenir, on va dire, à l'essence du Hirak, etc., etc. Je pense que quand même la majorité des gens savent de quoi il s'agit. Donc, je vais directement prendre le train en marche par rapport aux événements récents et aux actions et à l'agenda, etc. Donc, dimanche dernier, dimanche dernier, nous avions une rencontre à Francfort. La rencontre dans la ville de Francfort, une ville très importante en Europe, où il y a une grosse communauté rifaine. Il était très important pour nous d'aller là-bas. Moi, personnellement, j'étais présent et je me suis déplacé pour donner mon avis et pour donner mon opinion devant quand même, je dirais, pas mal de gens de Francfort que je tiens à remercier ici pour s'être déplacés, être venus, poser des questions, etc. L'accueil a été à la hauteur, comme d'habitude, hein, avec nos frères, nos sœurs, les Rifins en Europe. Nous avons toujours un accueil, nous avons toujours un accueil formidable. Par contre, bon voilà, disons qu'on aurait attendu un peu plus on aurait voulu qu'il y ait un peu plus de monde. Il n'y en avait pas tant que ça. Et écoutez, nous on était là pour faire passer le message. Avec les réseaux sociaux, je pense que le message est passé. Nous allons continuer ce genre de démarche. La prochaine station, c'est la ville de Utrecht, donc Utrecht. Nous n'avons pas encore la date, mais vous allez la voir éventuellement avec nos amis sur les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, ce sera Paris. Alors, est-ce que les gens qui nous regardent là en live, est-ce qu'ils peuvent arrêter de nous envoyer des messages en même temps, parce que c'est perturbateur. Voilà, donc Paris. Donc d'abord Utrecht et après Paris. À Paris, nous organisons une rencontre, une rencontre d'information, de débat, de questions, toujours dans le cadre de l'organisation politique que nous sommes en train de mettre sur pied à l'échelle européenne. Cette organisation politique a quand même comme vocation de rassembler un maximum de monde. Elle aura comme vocation d'être populaire, de prendre sa source dans les masses populaires, dans le Hirak Shabi. Donc c'est pour ça que nous faisons cet effort, qui est quand même pas des moindres, c'est d'organiser des séances de débat, d'information dans toute l'Europe. Et du coup, je vous invite quand même à venir très nombreux, parce que cette organisation politique-là que nous sommes en train de mettre sur pied, elle n'appartient pas à 2, 3, 4 personnes ou 7 personnes comme beaucoup le pensent. C'est une organisation politique qui ne peut pas vivre si elle n'est pas soutenue par les masses populaires, si elle n'est pas, si elle n'est pas prise en main par tous les gens qui se sentent rifins et qui veulent défendre les intérêts du RIF, et qui veulent défendre les intérêts des rifins dans le monde, et qui veulent combattre, lutter contre cette dictature alawite marocaine qui occupe le RIF depuis maintenant plus de 60 ans. Voilà, ça c'est l'idée. Évidemment, dans un cadre, on n'a pas besoin de le répéter à chaque fois, etc. Moi, je me lasse carrément de le répéter à chaque fois, mais pour moi, ça va de soi. Notre base, elle est pacifique, notre peuple, il est pacifique, notre peuple n'a jamais occupé personne, et donc du coup, il est quand même très important de le rappeler, mais j'insiste, à chaque fois, on nous pose la question, etc. Donc nous sommes pacifiques, et nous le montrons de manifestation en manifestation, d'événement en événement, de réunion en réunion, d'initiative en initiative. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus. Voilà. Ensuite, donc,
si on doit parler d'agenda, la prochaine, là, ce qui arrive très très vite et dans quelques jours, c'est donc l'annonce du lauréat du prix Sakharov. L'annonce du prix Sakharov, comme vous le savez, Nasser Zevzafi, il est donc dans le trio final. J'espère, nous l'espérons de tout cœur qu'évidemment Nasser va l'emporter. Cela aura un écho incroyable dans le monde. Ce sera une gifle mémorable au régime marocain. Et par la même occasion, ce sera aussi une gifle mémorable à la France. Pourquoi? Alors, il faut que vous sachiez que la France est le premier partenaire économique, politique, lobbyiste, vraiment, je passe d'autres termes, du Maroc. Évidemment, les parlementaires hollandais, belges, espagnols, qui ont soutenu de tout leur cœur la candidature de Nasser Zevzafi, nous ont rapporté. Ils nous ont rapporté que les parlementaires français, ils ont tout fait, vraiment tout fait. Évidemment, je ne mets pas tous les parlementaires français parce qu'il y a des parlementaires français qui ont voté pour Nasser Zevzafi, notamment chez les Verts, mais certains parlementaires français ont tout fait pour détourner les votes des autres parlementaires européens pour Nasser Zevzafi. Et ça évoque beaucoup de choses. Ça nous dit beaucoup de choses du rapport encore actuel de la France à ses anciennes colonies, notamment le Maroc. Alors, ils ont fait un vrai travail de sape, un véritable travail de lobby pour éviter que la candidature de Nasser Zevzafi aille au bout. Évidemment, c'est pour servir les intérêts du Maroc que les parlementaires français ont fait ça. Parce qu'évidemment, ils ont tous des intérêts au Maroc. Il n'y a pas un parlementaire français qui n'a pas une résidence secondaire au Maroc, qui n'a pas une villa au Maroc, qui n'a pas, etc., etc. Vous connaissez, vous savez que c'est l'arrière-cour du post-colonialisme marocain, français, pardon. Vous savez que c'est une arrière-base sexuelle, de la débauche, de l'opportunisme de la bourgeoisie française, notamment Marrakech, etc. Quel ancien politique français, pris dans les affaires de trafic, etc., qui n'a pas une résidence au Maroc? Qui? Absolument tous. On le sait, Jack Lang, Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac lui-même, etc., et j'en passe. Donc ces gens-là ont vraiment des racines dans ce pays qui considèrent comme une arrière-base ou comme un paillasson sur lequel on puisse marcher. Sauf que dans ce pays, il y a une région qui s'appelle le Rif. Il y a des Rifins qui ont une histoire, qui ont une culture, qui ont une civilisation, qui n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas d'être dominés ni par le régime alawite, ni par la mafia française. Donc, ça ne plaît pas à la France. Et la France, comment elle nous fait savoir que ça ne lui plaît pas? Bien évidemment, par exemple, là, pour le prix Sakharov, les parlementaires français ont fait un travail de sape pour que ça ne puisse pas avoir lieu. Et comme ça a quand même eu lieu, et comme Nasser Zevzafi a quand même gagné, il est quand même arrivé en finale, du coup, là, on a une véritable carte à jouer, c'est pas encore gagné. Donc moi, j'ai fait une demande aux autorités françaises ici pour avoir, si vous voulez, une autorisation de rassemblement devant le Parlement européen. Je l'ai fait dans les temps, etc. C'était fin septembre. Et comme je l'ai expliqué dans le live de Yuba la semaine dernière, j'ai quelqu'un des renseignements français qui m'appelle et qui me demande est-ce que c'est moi qui voudrais organiser le rassemblement devant le Parlement européen? Ce à quoi je réponds oui.
Ensuite, ce monsieur me dit quand même, d'un ton un peu intimidant et un peu, pas agressif, mais autoritaire, ben écoutez, mon pauvre vieux, ça va pas se passer comme ça, car nous avons, le droit de vous demander d'autres garanties pour avoir une autorisation de vous rassembler. Donc moi, bon, je pense qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas sur qui il était tombé. Ben, moi, j'ai évidemment pas cédé, donc j'ai appelé mon avocate. Mon avocate elle m'a demandé de le rappeler. J'ai mis le haut-parleur et puis évidemment, il a fait marche arrière parce que son truc n'était basé sur rien, légalement, ni constitutionnellement, ni rien. Donc du coup, évidemment, j'ai une autorisation de rassemblement devant le Parlement européen et nous allons, j'espère, être très nombreux devant le Parlement européen à Strasbourg pour, j'espère, la victoire de Nasser Zvizafi. Mais c'est symptomatique quand même de l'usage du pouvoir qu'utilise la France et ses officines. Car quand un agent de la police dans un pays qui se considère comme étant un pays progressiste, démocratique, du monde, comment ils appellent ça, le monde moderne, il prend son téléphone et qu'il m'appelle sur mon portable pour pratiquement, m'intimider, c'est quand même symptomatique du fonctionnement de ce pays. Si vous vous rappelez de l'affaire Ben Yala, non pas Ben Yala, si Ben Yala c'est ça, Alexandre Ben Yala, c'est un peu ça. C'est-à-dire que à l'intérieur de ce qu'on appelle le cadre légal français, avec des lois, avec la Constitution, avec des ordonnances, avec la jurisprudence, etc., à l'intérieur, vous avez des gens qui sont des électrons libres, qui prennent leur téléphone, ils vous intimident au nom de la République française. Ils vous intimident, ils essaient de vous empêcher de faire des choses, etc., etc. Donc ça fait comprendre aussi des choses sur le fonctionnement au Maroc, c'est que ces deux pays-là, finalement, se ressemblent beaucoup. Ces deux pays qui se ressemblent énormément dans l'usage de la force. Sauf que la France, elle est dans un cadre, on va dire, un peu plus démocratique, quand même, il faut dire les choses. C'est un pays où il y a quand même une opinion publique, les gens ne pardonnent pas tout et n'importe quoi, il y a un suffrage universel. Ça coupe, j'ai l'impression que ça coupe. Est-ce que tout le monde m'entend?